Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais faire l'interview du docteur Alex Sagnan. Donc bonjour docteur. Bonjour Arthur. Alors pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi je suis psychiatre, je suis médecin. Comme tous les psychiatres, on a fait un parcours de médecine, un cursus de médecine classique pendant 6 ans. Et puis ensuite on choisit une spécialité. Et moi j'ai choisi la spécialité psychiatrie. Et donc je suis psychiatre. En France, les psychiatres peuvent consulter les enfants et les adultes, et puis il y a des gens qui se spécialisent en pédopsychiatrie, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je consulte les enfants et les adultes, mais je n'ai pas passé le DESC de pédopsychiatrie. Mais effectivement, c'est à peu près 50-60% de mon activité. D'accord. Donc, en quoi consiste votre métier de psychiatre principalement? Alors, mon métier de psychiatre en libéral, moi je suis essentiellement en libéral, j'ai une petite activité hospitalière, mais il consiste à recevoir des gens qui demandent, qui ont besoin de quelque chose, qui semble correspondre au travail du psychiatre. Donc c'est extrêmement large, il faut y aller sans a priori, il faut simplement partir de ses besoins, de ses ressentis, et si on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est de l'ordre du psychisme, eh bien dans ce cas-là, il faut en parler à son médecin traitant. Alors on peut venir directement voir le psychiatre, il n'y a pas de souci, hein. Mais moi, je conseille quand même toujours d'aller voir le médecin traitant, qui est vraiment le médecin qui coordonne les soins en France, et c'est très bien comme ça. Surtout que l'essentiel des troubles psychiatriques peuvent être pris en charge par le médecin traitant et de manière tout à fait satisfaisante. Effectivement, parfois, on a besoin du spécialiste, mais comme pour tout, hein, finalement, le médecin traitant fait l'essentiel du travail du cardiologue, du pneumologue, etc. Et pour certaines choses particulières, parfois, il considère qu'il faut passer la main. C'est à ça qu'on reconnaît un bon médecin en général, quelle que soit la spécialité, quand il est capable de passer la main. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord d'aller voir leur médecin traitant, d'expliquer leurs problèmes, de ne pas hésiter à le dire, il n'y a aucune honte, nous c'est notre job, on écoute les gens, il n'y a pas de jugement, d'accord. Et puis, donc, soit le médecin traitant se sent capable et il le fait, soit il l'oriente. Et donc moi, en tant que psychiatre, pour répondre à ta question, je reçois essentiellement, en grande majorité, des gens qui souffrent de troubles anxieux, de dépression. Dépression, c'est une sorte de conséquence d'un trouble anxieux qui n'a pas été pris en charge, hein. C'est malheureusement assez fréquent chez les gens anxieux, la dépression. Je reçois aussi, de par mon activité, beaucoup de personnes avec un TDAH, notamment parce que je vois beaucoup d'enfants. Et donc en fait, le TDAH, c'est le deuxième trouble le plus fréquent chez l'enfant, derrière le trouble anxieux. Hein, ce qui est assez logique que quand on a une activité libérale, on reçoit évidemment beaucoup de personnes avec des troubles anxieux et un TDAH, puisque c'est simplement les troubles les plus fréquents, tout simplement, hein. Et puis, comme je suis libéral, il y a un biais de recrutement qui fait que j'ai finalement assez peu de patients souffrant de schizophrénie, j'en ai quelques-uns mais c'est rare, et un petit peu de patients souffrant de troubles bipolaires, mais nettement moins qu'à l'hôpital. Moi j'ai eu une activité hospitalière pendant quelques années, c'est pas du tout le même recrutement, hein, c'est pas du tout le même recrutement de patients. Donc un psychiatre en libéral, un psychiatre de campagne comme moi, eh bien, est amené à voir des gens de 3 ans à 300 ans, et essentiellement effectivement des personnes avec des troubles anxieux, une dépression, éventuellement un TDAH. TDAH c'est aussi un trouble fréquent, hein, chez l'adulte c'est quasiment 5% des adultes, donc c'est aussi un des troubles les plus fréquents. Si on le compare par exemple au trouble du spectre de l'autisme, au trouble bipolaire ou à la schizophrénie, c'est beaucoup plus fréquent que ces troubles-là, dont on parle pourtant énormément, et on parle très peu du TDAH à tort. Et malheureusement, ça ne permet pas aux gens d'accéder aux soins. Voilà. Donc vous nous avez dit que vous exercez également dans un hôpital. Oui. Et quel est votre rôle dans cet hôpital? Alors moi, je suis attaché dans cet hôpital. Mon rôle, c'est j'ai une consultation qui est spécialisée dans le TDAH enfant-adulte. Et d'autre part, je reçois les personnes qui sont, par exemple, aux urgences, quand elles vont pas bien, je suis là, le jour où je suis là, on m'adresse le patient pour que je le voie en urgence. Les patients aussi qui sont dans les lits d'hospitalisation, donc qui sont en service de médecine, par exemple, qui sont là pour toute autre chose, mais qui, par exemple, présentent des troubles psychiques. On fait essentiellement, franchement, en termes de recrutement, essentiellement de la gérontopsychiatrie, c'est-à-dire de la psychiatrie des personnes âgées. Parce qu'en fait, il y a un biais de recrutement qui fait que les gens à l'hôpital, en service de médecine en général, sont plutôt des gens âgés. Donc ça me change quand même pas mal de mon activité libérale. Donc vous avez créé aussi maintenant, il y a environ 2 ans, votre chaîne YouTube? Alors c'est une chaîne YouTube qui a été créée donc avec l'association Food Normandie, hein, qui a été votée lors du conseil d'administration. Hein. L'idée de notre association Food Normandie, à laquelle je participe, je suis d'ailleurs pas président, j'ai jamais été président,
Cette association a pour but de vulgariser les connaissances en psychiatrie, faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des informations de première qualité. Voilà, il y a aussi un côté d'entraide dans l'association. Et du coup, l'idée, c'était de diffuser au maximum ces informations scientifiques, ces informations de sensibilisation aux troubles psychiques. Et un des médias à la mode, un des médias qui permet de toucher le plus grand nombre de personnes, c'est YouTube. Et donc on a décidé de faire cette chaîne YouTube. On a aussi une page Facebook Food Normandie. J'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller sur Facebook et à rejoindre l'association Food Normandie. Il y a beaucoup de contenu, autre que les vidéos bien sûr. Et puis il y a aussi de l'entraide, des discussions, il ne faut pas hésiter. L'année 2019 aura été pour vous une année vraiment de diversification. Vous avez créé votre chaîne YouTube, vous avez également participé à pas mal de conférences. Alors c'était déjà je crois que la chaîne elle date de 2018, été 2018 ouais, je crois, été 2018. Ouais, 2018 tout à fait. Et les conférences j'en fais depuis des années. Mais effectivement là je suis en ce moment beaucoup demandé, t'as raison. Je suis plus demandé, j'ai été plus demandé cette année, puis alors l'année prochaine, il y a un programme, je suis obligé de refuser régulièrement malheureusement des interventions. En fait, moi tout simplement, quand on me demande de venir, je viens. Quand c'est des associations, je fais entièrement gratuitement. Quand c'est très loin, on me paye l'hôtel quand même, on me paye la nuit, mais on me paye pas le trajet. Par exemple, quand je viens en voiture, j'y vais à mes frais. Évidemment, ça me coûte parce que pendant ce temps-là, je travaille pas. Pendant ce temps-là, mais bon, comme c'est des associations, j'ai pas envie de leur demander des sous. Voilà. Donc voilà, je le fais avec beaucoup de plaisir. Puis voilà, quand il y a un besoin, voilà, avec plaisir. Dans ces conférences, vous êtes intervenu récemment aux côtés de grands spécialistes du trouble de l'attention. Oui. Ça doit être un véritable honneur pour vous d'apparaître à leur côté. Ça c'est très clair. Hein. Ça c'est vraiment. Alors honneur, c'est vraiment le bon mot. C'est assez. Moi franchement, je m'attendais pas un jour à être aux côtés du professeur Barclay, par exemple, qui est un très grand spécialiste du TDAH, s'il en est. Oui, c'était assez exceptionnel. À Lyon, avec l'association TDAH Partout Pareil, qui est une super association, c'était vraiment formidable. Il y avait aussi Samuel Cortés, il y avait aussi Sébastien Horard, et c'était vraiment... on était tous très contents d'être là. Le professeur Barclay est un homme délicieux, comme je le disais dans une vidéo, c'est un lord anglais, mais américain. Un homme de 70 ans, avec une élégance rare, beaucoup de style, beaucoup de bienveillance. Enfin, vraiment un respect des personnes qui s'étaient déplacées pour le voir, qui était formidable. Donc c'était un bel honneur. Ouais. Et donc, vous êtes vraiment spécialisé dans le trouble de l'attention ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que je suis spécialisé au sens le plus strict du terme. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le domaine, il ne fait que ça. Moi, je suis un psychiatre de campagne, je ne suis pas un psychiatre de grande ville. Moi, je réponds aux demandes des gens. Alors, encore une fois, en France, malheureusement, le TDAH est assez méconnu. Toutes les statistiques le disent. Le diagnostic TDAH en France est trop faible par rapport à ce que voudrait le hasard. C'est-à-dire qu'en France, comme dans tous les autres pays du monde, il y a 5 à 8% d'enfants avec un TDAH et il y a 3 à 5% d'adultes avec un TDAH. Et c'est le pays développé qui diagnostique le moins et c'est le pays développé qui prescrit le moins. Et c'est le pays développé qui forme le moins les docteurs sur ce domaine. Donc c'est sûr que quand on est formé normalement à ce domaine, on passe pour un spécialiste qui, de fait, est peut-être... je sais pas, mais en tout cas, tous les docteurs en France sont habilités à faire le diagnostic de TDAH. Il n'y a pas besoin d'aller voir un spécialiste pour ça. Tous les docteurs sont présumés compétents dans le domaine. S'ils se considèrent pas à l'aise parce qu'ils ont une formation qui date un petit peu, parce qu'ils sont pas mis à jour, parce qu'on peut pas être spécialiste de tout, entre guillemets, on peut pas tout connaître parfaitement, ils peuvent d'abord se former sans problème, ils seront tout aussi compétents que n'importe qui d'autre. Et puis, ils peuvent aussi adresser dans ce cas-là. Si on ne se sent pas à l'aise, moi, quand je me sens pas à l'aise sur une prise en charge, j'adresse à quelqu'un d'autre et il n'y a pas de souci avec ça. Donc, moi, officiellement, je ne suis pas plus spécialisé qu'un autre dans le TDAH. Simplement, je m'en occupe parce que ça fait partie de mon métier. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui ne connaissent pas encore bien ce que c'est que le trouble de l'attention, pouvez-vous nous définir en quelques mots ce que c'est ? Oui, alors le TDAH, le terme c'est trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. Ça c'est le terme officiel, ADHD en anglais. C'est un terme qui est pas terrible parce qu'il décrit pas vraiment très bien les choses. Alors, il y a l'idée de l'attention, il y a l'idée de l'hyperactivité, donc c'est déjà pas trop mal.
mais on peut être très inattentif et très hyperactif sans avoir de TDAH. Il faut faire attention parce que un enfant qui est très anxieux, par exemple, un enfant qui a certains problèmes X ou Y, il peut présenter une symptomatologie d'hyperactivité et de trouble attentionnel sans avoir un TDAH au sens strict du terme. Le TDAH, c'est, moi si je devais le définir simplement, je dirais que c'est l'association d'un défaut d'inhibition, c'est-à-dire je n'arrive pas à m'empêcher de bouger partout, d'écouter à droite à gauche, de voir une mouche qui vole, etc. Donc je suis distractible, je suis impulsif, et particulièrement dans certaines circonstances. C'est-à-dire que c'est un déficit attentionnel qui est circonstanciel, d'accord? C'est-à-dire qui dépend des circonstances. Un enfant qui a un TDAH, il peut se concentrer pendant des heures sur un truc qu'il aime bien. Des heures, il n'y a pas de problème. Et donc c'est pour ça que le terme de déficit attentionnel, il est problématique. Parce qu'on s'attend à voir un gamin qui va tout le temps être inattentif ou qui va tout le temps être hyperactif. Et c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. C'est une modalité de mobilisation de ses capacités attentionnelles variable en fonction du contexte. Donc pour parler simplement, si j'aime un truc et si je suis pas stressé, je suis capable de me concentrer et de pas bouger pendant des heures. Si par contre j'aime pas quelque chose ou que je suis stressé, eh bien là, je vais avoir du mal à me concentrer, je vais avoir du mal à me poser, je vais éventuellement gigoter, voire bouger, voire être hyperactif. Mais en tout cas, j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne pour essayer de renommer le TDAH, essayer de trouver un autre terme. Et il y avait une personne qui s'appelle Nathalie qui avait trouvé le DAC, déficit attentionnel circonstanciel. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors attention, parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que tout le monde est comme ça. Tout le monde est pas concentré quand il n'y a pas de plaisir, et tout le monde gigote un peu plus quand il n'y a pas de plaisir ou quand il y a du stress. Donc la question du TDAH, c'est une question de seuil. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment ça devient handicapant, hein? À partir de quel moment on est sur un individu qui a une propension franchement pathologique à être distrait et impulsif dans ce type de circonstances. Donc c'est pas parce qu'on rentre dans les critères en termes de symptômes du TDAH qu'on a un TDAH. Il faut avoir un autre critère qui est très important et qui est dans le DSM, c'est-à-dire dans le petit bouquin de classification des maladies américains, mais qui est aussi évidemment dans la CIM, qui est la classification internationale des maladies. Bref, tout le monde s'accorde pour dire qu'avoir des symptômes, c'est une chose, mais il faut, pour retenir le diagnostic, en souffrir, être handicapé par ça, avoir un vrai problème à cause de ça. Parce que sinon, tout le monde est comme ça. Oui. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment avoir des vraies difficultés particulières dans ce domaine-là. Oui, donc on a vu que le trouble de l'attention n'était pas juste un trouble attentionnel, un déficit attentionnel. Oui. C'est bien plus vaste que ça. Et maintenant, beaucoup de personnes présentent le trouble de l'attention comme étant un fardeau, purement un fardeau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Alors, il faut être très clair. Si on retient le diagnostic de TDAH, de trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, le diagnostic, c'est que forcément, c'est plus un handicap qu'un avantage. Par définition, puisque si ce n'est pas un handicap, on ne retient pas le diagnostic. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir tous les critères du TDAH, si vous n'en souffrez pas et que c'est un avantage pour vous, vous n'avez pas un TDAH. C'est-à-dire que par exemple, exemple concret, si vous êtes chasseur ou si vous êtes photographe ou si vous êtes dans un milieu qui nécessite d'être facilement distrait et impulsif, ça sera un avantage dans votre vie. Si vous vivez en plus à la nature, dans la nature, que vous n'avez pas d'enfants qui crient partout et que vous avez finalement un mode de vie extrêmement proche des chasseurs-cueilleurs, finalement, le TDAH sera un avantage. Mais dans ce cas, ça ne sera pas un TDAH. Ce sera tout pareil qu'un TDAH sans le trouble. D'accord ? Donc si on parle de trouble, par définition, c'est qu'il y a un problème handicapant. D'accord ? Mais effectivement, la notion que vous essayez d'introduire, ce que tu essaies d'introduire, je pense, c'est que le fonctionnement biologique de ce qu'on appelle aujourd'hui le TDAH quand c'est handicapant, ce fonctionnement-là, il n'est pas intrinsèquement pathologique. Hein, il n'est pas en lui-même problématique. Le fait d'être distrait et impulsif facilement, ça fait de vous un très bon chasseur. Un excellent chasseur. Voilà. Ça fait de vous un excellent cueilleur. Ça fait de vous un excellent mercenaire. Ça fait de vous un excellent photographe. Et vous pouvez y aller comme ça. Il y a plein de professions où c'est important d'être hyper réactif, hyper impulsif. Mais effectivement, le fonctionnement qu'il y a derrière le TDAH peut être vraiment un avantage dans certaines circonstances, sans aucun doute. Et c'est pour ça que pullulent sur Internet les listes des personnes disant qu'elles ont un TDAH et qui ont parfaitement réussi dans la vie, voire même qui ont fait plus que réussir, qui ont apporté à l'humanité des choses formidables. Donc voilà, c'est pas intrinsèquement pathologique. Le fonctionnement lui-même n'est pas intrinsèquement pathologique. Et donc d'après vous, quelle est la clé pour qu'une personne qui a un trouble de l'attention
puisse s'épanouir réellement dans sa vie? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça dépend essentiellement de l'environnement dans lequel il évolue. Encore une fois, je prends souvent cet exemple. Si vous prenez la même personne, hein, mais que vous l'élevez au Masai Mara, chez les Maasai en Afrique, d'accord? C'est un peuple qui vit vraiment de manière tribale, vraiment qui chasse, qui cueille, qui part à la chasse au lion, d'ailleurs ils sont connus pour ça. Et ben avec cette même biologie très pro-TDAH, entre guillemets, et ben vous n'aurez jamais de TDAH. Parce qu'en fait, vous irez très bien, et vous aurez une vie épanouie. Et cette même biologie, la même personne, hein, exactement la même, mais vous l'élevez en France, dans une école, et vous lui dites de rester assis pendant des heures, et d'écouter une dame ou un monsieur qui vous explique qu'il y a 2 P à appeler et que si vous ne savez pas qu'il y a 2 P à appeler, c'est que vous êtes un débile, bon bah là, ça va être très handicapant. Ça va être très handicapant, c'est-à-dire vous allez avoir envie de faire autre chose que de rester assis sur une chaise et qu'on vous explique à quel point il est important de connaître l'orthographe par cœur ou ses tables de multiplication. Hein. Apprendre à compter, d'accord, apprendre à lire et à écrire, pourquoi pas, mais les détails comme les détails inconséquents, comme par exemple l'orthographe qui est rarement pertinent, l'orthographe. C'est rare, ça existe, hein, mais c'est rare que l'orthographe change le sens du mot. Appeler, si vous mettez un seul P au lieu de 2, ça ne change pas le sens du mot, d'accord? Donc c'est pas quelque chose de fondamentalement utile, et ça, quand vous avez un TDAH, c'est très dur de devoir apprendre par cœur des choses comme ça. Quand vous avez une calculatrice, pourquoi apprendre par cœur les tables de multiplication? Pourquoi? Je veux dire, enfin, à la limite, ça se déduit, bon. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui seront très difficiles, alors qu'au Masai Mara, la même personne ne sera pas du tout TDAH. Donc pour répondre à votre question, parce que votre question c'est comment on fait en France. Voilà, c'est ça. Voilà, hein, j'ai essayé de... Mais voilà. Comment on fait en France? Bah, c'est dur. D'abord, quand on est enfant, il faut absolument favoriser les aménagements scolaires, entre autres, parce que l'école, c'est un des problèmes du TDAH. Enfin, ça peut être un problème des gens qui ont un TDAH. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont un TDAH qui vont très bien à l'école. Hein, qui vont très bien à l'école parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils tombent sur des profs qu'ils aiment, vraiment, ils ont du plaisir à les voir, ils ont envie de leur faire plaisir, ils ont envie de se faire plaisir à eux, le prof leur donne des récompenses régulièrement, et dans ce cas-là, ça va tout à fait avec leur fonctionnement, ils peuvent être excellents à l'école et ne jamais avoir de problème là-dessus. Mais ça, malheureusement, c'est une minorité, parce que le système scolaire n'est pas tout à fait pensé dans l'idée de l'épanouissement de l'enfant. Il est pensé sur la performance scolaire. Malheureusement, d'ailleurs, on voit que ça ne marche pas dans les classements internationaux. Mais ça ne marche pas parce qu'en fait, l'orientation en termes de performance scolaire, si elle ne prend pas en compte l'épanouissement de l'enfant, eh ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire que toutes les études montrent que si vous prenez, et ça c'est valable pour tout le monde, mais encore plus pour les TDAH, si vous prenez plaisir à apprendre quelque chose, vous allez beaucoup mieux le retenir. C'est valable pour tout le monde, d'accord? Et pour les TDAH, encore plus. Ils ont une modalité de circuit de récompense. Vous savez, le circuit de récompense, c'est ce qui est impliqué dans les addictions ou dans la prise de plaisir, etc. Eh bien, il a été montré que les gens avec un TDAH ont une particularité par rapport au circuit de récompense. Ils ont besoin de récompenses rapides, immédiates, hein, voilà, et fréquentes. Et si vous les prenez comme ça, vous en tirez beaucoup, beaucoup plus que si vous les punissez, par exemple. Et donc, le système n'est pas orienté pour ça. Hein. Alors, sachant que, de toute façon, de manière générale, chez tous les enfants, pas que les TDAH, la récompense est toujours plus efficace que la punition. Et pareil, c'est pas tout à fait, on a un système qui n'est pas tout à fait orienté là-dedans. Donc c'est compliqué. Donc en France, il faut des aménagements, il faut parfois des traitements, ça arrive. Et puis adulte, l'idée c'est de trouver quand même un épanouissement personnel. Donc c'est de chercher où est mon plaisir, se poser la question où va mon plaisir, d'accord? Et quand on a trouvé ça, comment puis-je faire pour vivre avec le maximum de temps possible dans le plaisir, dans ce plaisir-là? Voilà, avec le minimum de contraintes qui m'insupportent, par exemple la paperasse, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. L'idée, c'est vraiment de s'organiser une vie qui correspond à son mode de fonctionnement et qui correspond à ses plaisirs. Mais ça, finalement, c'est valable pour tout le monde, encore plus pour les TDAH. Est-ce que vous auriez des projets donc, à venir dont vous souhaiteriez nous faire part sur cette chaîne? Des projets, on vient de passer les 10 000 abonnés, donc ça, vraiment, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, c'est vraiment très gentil, ça nous fait plaisir, ça nous pousse à continuer. Il y a plein de conférences qui sont prévues cette année. Si vous voulez savoir les conférences, j'essaie de mettre à jour sur Facebook les dates des conférences, même si tout n'est pas à jour. Mais j'en ai une qui va être sympa, là en Belgique aussi, ça va être très sympa. Mais voilà, à part les conférences, plein de nouvelles vidéos évidemment, vous savez qu'il y a quasiment au moins 3 vidéos quasiment par semaine qui sortent sur la chaîne. Non, il n'y a pas d'événement particulier, non. D'accord. Voilà. Ok.
Bon, bah ça marche. N'hésitez pas à aller donc suivre le docteur sur sa page Facebook, également sur sa chaîne YouTube. Pour la chaîne des Fous de Normandie. Voilà, Fous de Normandie. Vous aurez plein de conseils donc, sur le trouble de l'attention. Et sur autre chose, parce que la chaîne YouTube, elle est vraiment généraliste, et on parle de psychiatrie en général. Alors, on parle beaucoup de TDAH, c'est vrai, mais c'est ce dont on parle le plus, c'est vrai. Mais on parle vraiment beaucoup d'autres choses que le TDAH, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc, à vous abonner à sa chaîne, à vous abonner à la mienne. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie encore, docteur. Merci. À la prochaine. C'était un plaisir. Je vous ai également mis un autre lien dans la description où j'ai créé une seconde vidéo, où je vous donne mes 10 conseils pour essayer de vaincre la procrastination en ayant un trouble de l'attention. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous mettrai le lien de la page Facebook et de la chaîne YouTube du docteur également dans la description. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Bye.